Bon, en fait, on va parler de la lutte. La lutte dans sa globalité, non? Parce que la lutte, il y a les luttes olympiques, la lutte libre, la lutte gréco-romaine, la lutte féminine. Et c'est soi-disant, enfin, l'idée c'est que c'est une synthèse de toutes les luttes traditionnelles et folkloriques du monde. Et de ça, ils en ont fait des sports olympiques. Mais en réalité, la lutte gréco-romaine, ça s'appelait avant la lutte française. La lutte à main plate. Main plate, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y avait les coups aussi. Donc lutte gréco-romaine, c'était au-dessus de la ceinture et quand même plate. Ça sous-entend qu'il y avait aussi de la boxe et de la lutte au-dessus de la ceinture. Genre peut-être un mélange de gréco et de boxe anglaise. Je pense ça, j'en déduis sur ça. Et la lutte gréco-romaine, enfin ça s'appelait lutte française. Et avant ça s'appelait la lutte provençale. Parce qu'il y a des traces de lutte professionnelle, de lutte provençale, depuis les années 1300. Et après ce que je parle souvent, les arguments de la lutte professionnelle. Parce qu'à la base, avant les Jeux Olympiques, c'était la lutte professionnelle. Le professional wrestling, comme on appelle maintenant le catch spectacle. Mais avant, il y avait deux formes de lutte professionnelle. La lutte professionnelle gréco-romaine et la lutte professionnelle de catch. Et le catch était avec les clés. Et la gréco, la française, c'était au-dessus de la ceinture. Et après, du catch, il est passé aux Jeux Olympiques, 1904. Et après, ils l'ont changé de nom, les Français, ils l'ont appelé lutte libre. Ils ont enlevé les clés. Et après, ils ont voulu faire deux. Ils l'ont branché en deux. Ils ont fait deux branches. Catch wrestling, catch spectacle. Et nous, les Français, vu qu'on appelait ça lutte libre, on a changé le mot catch wrestling pour lutte libre aux Jeux Olympiques. C'est les Français qui ont décidé ça. Freestyle wrestling. Donc, du coup, le mot catch, du catch wrestling, c'est resté pour le spectacle. C'est pour ça que maintenant, il y a tout le monde se confond entre catch wrestling et le catch spectacle. Parce qu'on n'appelle pas ça catch aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu dis aux gens catch, ils vont croire catch wrestling. Mais tous les pays où il y a une influence des Français qui sont venus exporter le catch professionnel, la lutte professionnelle, comme au Mexique, bon, en France, Espagne, Brésil, et Argentine et ailleurs, ils appellent ça le catch. Le catch spectacle. Donc après, tu as le catch wrestling, qui en réalité c'est du catch anglais, du Lancashire, là vers Wigan. Et ça, c'était le style des Anglais. Apparemment plus au sol. Lutte libre, attaque de jambes et tout. Sauf qu'ils mettaient les clés en plus. On ne sait pas à partir de quelle période vraiment ça a été mis les clés. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'ancêtre du folk wrestling, la lutte universitaire américaine, et de la lutte libre brésilienne, entre autres. Et c'est là qu'a été fondée la Snake Pit, le Billy Riley Gym. Et en réalité, ça s'appelle pas Snake Pit. À la base, c'était le Billy Riley Gym. Mais là-bas sont sortis des grands professeurs. Karl Gotch, Billy Robinson, c'est deux piliers du catch wrestling mondial. Et c'est un Belge et un Anglais. Pour que Karl Gotch, il est d'Anvers. Et donc, ils sont partis au Japon pour travailler pour Antonio Inoki, faire du catch. La New Japan Pro Wrestling, c'est la plus grosse compagnie de catch là-bas. Et donc, lui, il s'est retrouvé Karl Gotch entraîneur de toutes les gens du catch. Et c'est lui qui a créé le pancras. Et de là, tous ses élèves, ils ont créé le pancras, le shuto, la rings, le pride. Donc lui, ça a été un peu le maître de tous les fondateurs du MMA japonais. Et après, Billy Robinson, qui était plus jeune, il était là-bas plus tard, bon, même s'ils étaient ensemble. Et Billy Robinson a formé Sakuraba, le Gracie Hunter, et George Barnett. Mais George Barnett était déjà champion de l'UFC. Après, il a eu un problème pour dopage, donc ils ont quitté la ceinture à l'UFC, il était bloqué aux États-Unis. Il est parti au Japon. Il est allé s'entraîner avec Billy Robinson. Et c'est aussi un grand amoureux de catch spectacle. Il aime les deux. Catch wrestling, MMA, catch spectacle. Lui, il aime tous les styles de combat. Toutes les formes de combat. Et donc voilà. Et après, tu as eu le catch spectacle. La dérive du catch spectacle. En gros, là-bas, c'était des combats truqués. Où le plus souvent, on défiait. Ça, c'est les trucs surtout dans les foires. Les baraques à lutte. Ça existait en France, hein, en Belgique et tout. Où toi, t'arrives, tu défies quelqu'un dans le public. Pour l'argent. Et en général, t'as toujours un catcheur dans le public. Ouais, moi, je le défie. Et donc, au lieu de faire un truc de 2 minutes, 3 minutes, là, ils ont dit, ah, tiens, vas-y, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Et là, on va croire que tu perds et d'un coup, tu gagnes. Et c'est là que c'est devenu le catch spectacle petit à petit, quoi.
Ça a été l'évolution. Donc là, on parle de tous les styles de lutte. En France, grand pays de lutte. Bon, on a inventé la gréco-romaine. On a eu dans les années 60 parmi les meilleurs catcheurs au monde en spectacle. Il y avait même la lutte de combat où ils faisaient plus du catch wrestling. Mais pas, contrairement aux Anglais, nous on n'a pas, on codifie pas. Les Anglais sont très bons pour codifier, institutionnaliser le sport comme le football, le rugby, tout ça. Et en France, on n'a pas été, ça n'a pas été, c'est pas dans la culture française de tout ça. Mais moi, j'allais dire je pense, mais je sais il y a eu un catch wrestling français aussi, avec des clés et tout, des formes de combat libre aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver des archives, des écrits, de la littérature. Il n'y a pas un livre qui a codifié tout ça ou qui parle de tout ça explicitement. Donc moi, je pense que ce serait bien de rétablir les règles. Je ne vais pas dire rétablir les règles, de rétablir le catch wrestling, entre guillemets, français en France. Pourquoi? Parce que ce serait déjà une option de compétition encore plus hybride entre la lutte et le grappling, parce que tu peux pas travailler sur le dos, donc tu dois changer tout ton sol. Et je pense que c'est une forme de compétition différente pour pouvoir s'adapter et être plus complet, peut-être par rapport au MMA, ou ça peut aider le grappleur à son passage par rapport à la lutte pure, ou le lutteur à son passage au jiu-jitsu. Gi ou no gi, je pense que c'est une bonne option. Et c'est toujours bien d'avoir des nouvelles compétitions, et en même temps qu'il y ait l'histoire, quoi. Qu'il y ait une culture et tout. T'as le catch japonais, le catch américain, le catch mexicain. C'est trois catchs différents. Et que par exemple, un Français, par exemple, qui est habitué à la WWE, il voit du catch japonais, il va dire mais c'est dégueulasse, ils sont au ralenti, je sais pas quoi. Ouais, ça dépend. Après, la WWE, la WWE, c'est comme la musique. C'est comme du rap underground, du bon rap. C'est comme si je vais faire un cliché du Kerry James. Et après, tu vas écouter du rap américain, que ça a changé, que ça devient plus de la musique normale, quoi. Pour tout le monde, quoi. Mais le bon rap, le vrai rap, ça va être écouté par une minorité, mais il y a plus de qualité sur les textes et tout, quoi. Ceux qui cherchent plus de profondeur, c'est pareil dans le sport, dans le catch. Tu vas faire la 2-2, c'est quoi? La 2-2, le mec, Vince McMahon, il a voulu en faire un produit tout public et comme une série télé. Parce que le but, c'est que tu vois chaque semaine. Parce que lui, il a fait le catch pour la télé. À la base, le catch, c'est pas fait pour la télé. Le catch, c'est fait pour aller dans une petite salle. 200, 500, 1000 personnes, 5000 maximum. Et voilà. Lui, il a fait même dans des stades. Tu vois, c'est pas fait pour être dans un stade. Mais lui, va jouer sur la grosse production, sur les entrées, sur les mecs hyper costauds. Bodybuilder, tu vois. Après, est-ce qu'un bodybuilder a un physique de lutteur ou de combattant? Non. Mais eux, ils ont dessiné cette idée-là. Un peu le côté super-héros, quoi. Comme les Batman et tout, quoi. Tu vois les comics, c'est des mecs hyper bodybuildés qui n'existent pas dans la vraie vie, quoi. Après, c'est ce qu'il a voulu offrir comme produit et ça marchait. Et ça marche toujours. Après, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, et ça représente pas non plus le catch américain. Il y a le catch japonais qu'on a parlé, que c'est plus les arts martiaux, le shoot wrestling, le catch wrestling. Il y a peut-être le catch mexicain, que ça va être plus de la voltige. Le catch mexicain, c'est aussi les Français qui l'ont emporté. En 1863, les militaires, parce qu'en fait, le Mexique était occupé par les Français. Même si on n'en parle pas trop dans les cours d'histoire en France, parce qu'on a pris une branlée par les Mexicains, Napoléon III. Et donc, c'est occupé par les militaires français. Les militaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient leurs combats de lutte gréco, de lutte française. Ils ont enseigné ça à un Mexicain, et c'est devenu ce qu'est la lucha libre aujourd'hui. Avec la voltige, les masses et tout. Et de l'autre côté, à Ciudad Juárez, à la frontière, parce que depuis quelques années, ils font le festival de lucha libre de Ciudad Juárez, c'est les Américains qui ont montré le catch Saskatchewan, le folk. Et ils ont fait une combinaison des deux, c'est devenu la lucha libre moderne. Avec leur code des masques et tout, tu vois, parce qu'on voit les masques et tout. Mais en fait, ça existait déjà. Avant que le catch existe au Mexique, il y avait déjà des catcheurs masqués en France. Genre un riche millionnaire qui catch, il veut pas dire c'est quoi son identité, donc il a mis une cagoule. Il y a un masque. Bien sûr, c'est des personnages. Mais voilà. D'ailleurs, il y a un écrivain qui a écrit un livre sur les super-héros masqués, mais qui ont existé pour de vrai. Il a mis un catcheur dedans. Et après, t'as le catch anglais. Qu'est-ce que c'est justement le catch comme au Wigan, où c'est du chain wrestling. C'est que des clés sur clés sur clés, genre des drills. Tu vois. Ça, c'est le catch anglais.
Et après, tu as le catch américain que tu connais, là, le catch spectacle, quoi. Et après, il y a le catch, il y a beaucoup de personnes qui oublient, le catch fétiche, le catch congolais, où ils mélangent avec la magie vaudou et tout. Ils remplissent des stades. Ah ouais, le catch congolais. Après, il y a le catch sportif et le catch fétiche. Là, j'étais en sport-études à Fort-Romeu, en Pôle France, à Besançon. 5 ans sur liste de haut niveau. Podium au championnat de France, en cadet junior. Après junior, j'ai arrêté. Parce que moi, je voulais faire du catch. Donc, ça a toujours été clair. Et j'étais entraîneur au comité de France de lutte. Parce qu'après, il faut travailler. Tu vois, la vérité, il faut travailler. Et après, en même temps, ils m'ont fait passer mon brevet d'état. Ça, c'était vraiment bien. Et après, après t'as plus trop le temps d'entraîner. Quand tu donnes des cours tous les jours du matin au soir, là, quand t'as fini de travailler, t'as envie de te reposer. Donc, mais c'était intéressant parce que tu trouves, avec les jeunes, genre entre 7 et 14 ans, on va dire, tu peux pas parler de la même façon, tu vois. Tu vas pas dire fais une rotation à droite, et ça, ils vont pas comprendre. Donc, toi, tu dois trouver une pédagogie, une forme, une manière pour qu'ils comprennent bien les choses. Et en fait, toi, tu comprends encore mieux la technique en expliquant davantage. Et après, tu te rends compte que tu expliques la technique et tu dis, mais merde, elle n'arrive toujours pas à le faire. Pourquoi? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu fais sans te rendre compte. Et donc, ça m'a appris à moi-même à comprendre mieux la technique. C'était un bon entraînement personnel pour progresser, de donner des cours aux jeunes. Ouais, ben, le haut niveau, ça sert toujours. Avoir le. Tu n'arrives même pas à parler, excuse-moi, quelquefois je pense en espagnol. Enfoqué, je sais même plus comment on dit enfoqué. Excusez-moi. Je suis comme Van Damme, là. Ah, ça y est. Il faut savoir se focaliser. Le haut niveau, tu te focalises, tu as des objectifs. Mais tu n'apprends pas à lâcher l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu apprends pas à lâcher l'affaire et à faire les choses. Avoir une méthode aussi. Parce qu'il faut avoir une méthode, il faut être plus ou moins organisé dans tes entraînements ou dans ta planification. Savoir ce que tu veux. Ça, c'est le haut niveau. Et le haut niveau, après, c'est pareil que quand tu entraînes les jeunes, tu rencontres des gens. Tu vois, par exemple, quand j'ai rencontré Steve Guénaud, je connaissais déjà depuis plus petit à Fort-Romeu. On était 2 ans à Fort-Romeu, 2 ans à Besançon. Après l'INSEP, moi, je travaillais là au comité Île-de-France, donc à l'INSEP, j'allais de temps en temps en partenaire, eux, ils continuaient. Donc, tu voyais déjà que le jeune, Steve, quand il était jeune, tu vois déjà qu'il était surdoué. De là, être champion olympique, personne ne savait, parce que toi, on te disait direct, c'est comme à l'école. Rêvez pas trop, nous, on n'est pas en Russie, on n'est pas dans les pays de l'Est. Il faut pas trop rêver, quoi. Et regarde, ils l'ont fait. 2 médailles, lui, son frère aux Jeux Olympiques, 2 frères, médailles d'or et de bronze, et lui, il a fait 2 médailles. Une note de bronze à Londres, c'est énorme, c'est historique. Après, tu dis, c'est génial, je fais partie de ces personnes qui ont contribué, quoi. Enfin, moi, j'ai pas contribué à la victoire de Guénaud, mais je l'ai connu de près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le centre de haut niveau de formation de lutte en France, ben, il a été efficace. Après, moi, mon but, moi, c'était toujours d'aller plus vers le catch. Après, quand je suis parti au Mexique, tu te rends compte, au Mexique, au Japon, tu te rends compte que la lutte, c'est les bases. Que peut-être pour certains, non, c'est plus du cirque ou c'est plus autre chose, c'est les bases. Après, le truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est culturel aussi, tu vois. Par exemple, pour un Français, peut-être ça peut être ridicule le catch ou incompris, mais pour un Américain, c'est normal. Donc, tu as plein de lutteurs américains, comme Brock Lesnar qui a fait champion NCAA ou qui a fait champion l'UFC, qui était au catch. Donc, tu as plein de combattants de MMA qu'on croyait que c'est des mecs du MMA qui sont allés au catch, mais qui étaient en fait catcheurs avant d'être en MMA, comme Ken Shamrock et tout. Ken Shamrock, Dan Severn, enfin, les légendes les Hall of Fame de l'UFC, quoi. Et ça continue toujours dans la même tradition. Et maintenant, TKO a acheté, WWE et UFC sont ensemble. Donc le catch et le MMA, ils sont ensemble. Donc c'est là que tu vois qu'il y a quand même ces 2 mondes qui se côtoient. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Et au Japon, c'était ça, hein. Au Japon, on mélangeait les combats de catch avec les combats de MMA. Et déjà, tout le monde pense que le pancras, c'était du MMA. Officiellement, il y a toujours les records Sherdog là, de MMA. Ou Tapologie là, de pancras. Et en réalité, pancras, c'était les vraies règles du catch. Parce qu'il y avait une compagnie qui s'appelle UWF, qui s'appelait. Et ils faisaient du shoot style, genre ça ressemblait plus à du MMA, c'était plus stiff. Plus que le show, au lieu de mettre le show en avant, ils mettaient la technique d'art martial en avant.
et plus les soumissions, kickboxing, souplesse. C'est ce qu'ils cherchaient le plus. Les clés, la souplesse, que c'est le symbole de la lutte, et kickboxing pour que les Japonais ils aiment beaucoup le karaté, le kyokushin, le kick, tout ça quoi. Donc ils ont fait une synthèse de ça. Le shuto c'est ça aussi. Il y a le shuto boxing aussi, shootboxing. Tu vois, et quand ils ont fait ça, il y a eu des Mexicains ils ont fait une alliance avec les Mexicains. Et les Mexicains c'était pas des spécialistes d'arts martiaux. Les Japonais ils ont pas aimé. Il y avait des combattants japonais, des catcheurs japonais, ils ont pas aimé qu'ils sont en bas de carte. Et que les Mexicains, qui c'était pas des spécialistes d'arts martiaux, ils sont en haut de carte et eux ils savaient mieux techniquement. Et pourquoi moi je suis en bas, eux ils sont en haut, c'est des stars. Donc ils ont décidé de se barrer. Karl Gotch a eu l'idée de faire une fédé de catch avec les vraies règles de catch respectées où on va mettre l'infoqué sur la pure technique à 100%. Ils ont appelé ça le Pancras. Pour ça qu'ils disent Pancras hybride wrestling. Tu vois, du catch hybride, de la lutte hybride. Avec les coups et tout. Mais la plupart des combats de Pancras, il y en avait qui étaient légit quoi. Et d'autres qui étaient du work. C'est comme du catch du travail. Merci. Donc tu vois, tout est lié. Karl Gotch est parti au Japon. Il y a Bill Robinson qui est parti au Japon. Il s'associe avec un japonais pour ouvrir une école. Parce que lui, il voulait ouvrir son école de catch wrestling. Pour les catcheurs professionnels et pour les mecs de combat. D'où il a formé Sakuraba. Parce que Sakuraba, c'est un catcheur de catch wrestling, mais c'est pas vraiment un catcheur de show. Il fait les spectacles, il en fait. Maintenant, il travaille pour la Noah, par exemple. Mais lui, c'est lui qui s'est fait sa fame. Il a fait toute son CV sur les MMA, au Pride surtout. Quand le Gracie Hunter, là, quand on en parlait. Et donc, lui, ils ont appelé ça la Snake Pit. La Snake Pit Japon. UWF, parce que c'était la fédé qu'on parlait, que Karl Gotch est parti pour faire le Pancras. Et à la base, c'était le centre, c'était le dojo de l'UWF. UWF Snake Pit. Et quand Sakuraba, il était tellement connu, il est toujours connu, hein, c'est devenu une légende, ça a fait connaître le catch wrestling au monde entier, Sakuraba et George Barnett, que les Anglais qui existaient déjà, que personne ne savait qu'ils existaient, ils ont dit, putain, il faut en profiter de ça, on va se remettre à la mode, et on va changer le nom du coup. On va se mettre Snake Pit Wigan en reprenant le Snake Pit Japon. Parce que Bill Robinson, il parlait toujours de Wigan, qui est là-bas, il était formé là-bas, Billy Riley et tout. Donc, ils ont appelé ça Snake Pit Wigan. Je crois que ça existe depuis 2010, non 2011, je sais plus. 2011, je crois. Voilà, et après ils ont refait les championnats du monde. Ils ont fêté les 70 ans, en 2018, les 70 ans de la Snake Pit. Parce qu'elle existe depuis 1948, pour être exact. Donc, ils ont fêté les 70 ans. Et pour donner un hommage, une commémoration, ils ont dit, on va lancer notre championnat du monde. Mais c'est pas un championnat du monde comme la lutte, ou le judo, voire le JJB. C'est intimiste. Et c'est plus pour les passionnés, les amoureux du catch wrestling, pour ressusciter, ou on va plutôt dire pour perdurer le catch wrestling, l'essence du catch wrestling. Et petit à petit, le championnat du monde est devenu plus gros, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Jusqu'à George Barnett qui a participé et qui a été champion du monde il y a quelques années. Mais le niveau, il est tellement haut que les deux dernières fois, la dernière fois, il a fait match nul contre Ian Jones, et après, il a perdu contre un qui avait fait champion d'essai Europe en moins de 100. Donc lui, il était à la catégorie au-dessus. Et là, il devait combattre aussi il y a quelques semaines. Et pour blessure, il ne se sentait pas bien, il a préféré ne pas le faire. Tu vois, donc il y a quand même un niveau qui monte. Et je trouve que c'est toujours un truc intéressant, c'est un beau projet qu'ils font, quoi. C'est bien, je trouve. Et je trouve on peut participer pour faire grandir la chose en France avec la CWF et Pascal Ajar. Elle a intégré pour les archives. Une anecdote avec Billy Robinson. Alors, tu avais Bill Robinson. Ben lui, il avait une façon très intelligente de penser. Par exemple, au lieu de l'amener à toi le contrôle, tu vas sur lui. Et en fait, après des années plus tard, je me suis entraîné avec des amis de la Luta Libre, d'un très bon pote que je donnais les cours de lutte, qui s'appelle Rodrigo Vargas, Casula, il l'appelle. Et lui, il est ceinture noire de Luta Libre. En fait, il avait des clubs de MMA, mais il enseignait que la Luta Libre. Et moi, je donnais des cours de lutte chez eux. Et lui, il s'entraînait avec Roberto Leitao Senior. C'était le roi de la Luta Libre. Et c'était comme un scientifique, c'est un ingénieur. Il a même écrit un livre sur la biomécanique des clés et de la Luta Libre, que j'aimerais bien acheter d'ailleurs, que j'arrive pas à trouver.
C'est qu'au Brésil, enfin bon, bref. Et qui a formé Thomas Lobersan, Régnier et tout le monde. Hein. Tout le monde est passé par lui. Hugo Duarte, tout le monde est passé par lui. Quoi. Et moi, je rêvais de pouvoir aller au Brésil, comprendre, voir sa philosophie. Et je me suis rendu compte que Bill Robinson parlait pareil quand Soula m'a parlé de Rodrigo. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir. Après, c'est des personnes qui font des soumissions avant qu'on connaissait le JJB, le grappling. Donc, c'est une autre façon de voir le sol. C'est des précurseurs. Donc c'était bien de voir ça, et travailler avec des légendes c'est toujours bien. Jen Lebel aussi, parce que je me suis entraîné à Hollywood, North Hollywood. Je suis allé dans une salle parce qu'il y avait Jen Lebel. Jen Lebel c'est un champion de judo et de catch. C'est celui qui a fait l'arbitre de Mohamed Ali contre Inoki. Et donc je me suis entraîné chez lui, il met toujours un kimono rose. Je me suis entraîné chez lui avec des Arméniens, gratuit et tout, ils m'ont laissé t'entraîner. Et c'est là que j'ai découvert Ronda Rousey. La première image que je vois, j'ai la meuf de dos hyper baraque, en train de défoncer des mecs, faire un sparring avec des mecs. Je dis putain, qui c'est? Pas mal aussi, elle est jolie, belle femme. Féminine mais forte, et tu dis wow, qui c'est? Quelques années plus tard, championne de l'UFC. Bon, déjà, je le voyais que ça allait être. Je savais que ça allait être quelqu'un. C'était une personne extraordinaire, quoi. Et donc, il y avait ces personnes-là, parce qu'elle, elle venait du judo, et lui, vu que Jen Lebel, il s'entraînait tous ceux du judo et du sambo. Beaucoup d'Arméniens, des pays de l'Est, des Arméniens. J'avais des Iraniens, il y avait beaucoup de pays comme ça. Et enfin, bon, c'est pas les pays de l'Est, l'Iran, mais c'est par là-bas, quoi. Par rapport aux Américains. Et voilà, Jen Lebel, c'est intéressant. Bon, Jen Lebel, j'ai pas appris de technique, j'ai juste fait du sparring et ils m'ont laissé m'entraîner, quoi. Donc, utiliser leur structure. Et Billy Robinson, alors, ça veut dire qu'il t'a montré une technique? Ben, il t'a montré la Kimura de Sakuraba, que c'est de lui. La vraie slock. Ok. Et que c'est une école d'épaule. Mais moi, là-bas, je savais pas que c'est une clé d'épaule. Mais bon, il m'a montré. Ah, si, il m'a montré une façon différente. Mais ça, je voulais pas enseigner encore. Il m'a montré une façon différente de faire la Kimura. Par rapport à une défense de ceinture. Donc voilà. Et après, ça a été mon patron, parce qu'en fait, Bill Robinson, c'était le patron, c'était le coordinateur du dojo de la nouvelle fédération d'Inoki, de MMA et de catch. Donc à partir de là, moi, je devais aller m'entraîner chez Bill Robinson. C'est le hasard qui ont fait que je me suis retrouvé à la Snake Pit. Bon, moi, à la base, j'ai dit, je veux être catcheur. Donc, je vais aux États-Unis. Je vais partir avec des potes. On ne dira pas les noms, mais ils sont pas venus. Donc, du coup, ça m'a coûté plus cher que prévu d'aller aux États-Unis. Et donc, moi, je voulais, à la base, moi, quand je voulais faire du catch, je voulais pas faire le catch tout de suite. Je voulais plus me mettre grappling, ou pourquoi pas MMA. Tu vois, t'es jeune, t'as envie, ouais, ce qu'il y a. Et donc, j'ai dit, je vais m'entraîner chez Rick Paulson, chez Josh Barnett. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été fan du catch wrestling. Barnett, le Pride et tout, donc. Je vais chez Josh Barnett. Ah, à la base, je devais aller chez Ferit Keder, la Team Quest, je sais pas si vous vous rappelez. La Team Quest, c'était une des plus grosses équipes de MMA à l'époque, c'était que des lutteurs gréco. Randy Couture, Dan Anderson, que des monstres. Eric Soukudjou, le Camerounais qui éclatait tout le monde au Pride, que d'un coup il venait inconnu, Kao Noguera, Kao Arona, tu te rappelles? Et il y a eu un Français, Ferit Keder, qui avait fait 6ème aux Jeux Olympiques de judo sans s'entraîner, parce qu'il était boycotté par la Fédération française. Et lui, c'était mis au MMA, c'était le premier à avoir signé au Bellator. Et donc, je parle avec Ferid. Il me dit, ben viens à la Team Quest. Il y a pour dormir à toutes ces grosses baraques avec les cages, tout, centre d'entraînement, t'es le bienvenu. Donc, il me dit, écoute, j'ai un combat au Canada. Eux, c'était Orange County, genre c'est le sud de Los Angeles, genre à 2 heures de Los Angeles. Il me dit, on se voit à l'aéroport. Moi, je vais au Canada faire un combat, tu repars avec le manager. Ok, donc moi je dormais dans un motel pas cher, là, à 15-20 $ la nuit. Je quitte les réservations, je pars. Je vois personne. En plus, avant, t'avais pas les Android, hein, Internet et tout, je vois personne. J'ai réussi à avoir un appel, j'ai réussi à voir les mecs de la Team Quest. Il me dit, écoute, si tu veux, viens 2-3 jours, après il faudra repartir. Il dit, merde, j'ai toutes mes affaires, que je vais aller 3 jours à 2 heures d'ici, comment j'y vais? Le plan foireux, quoi. Et là, je me suis dit, bah écoute, on va au catch. Putain, pardon, j'ai coupé un truc. Avant, j'ai rencontré Barnett. Et Barnett, en fait, j'y vais à l'endroit. Tu vois, les États-Unis, c'est pas comme ici, c'est loin. Donc, je m'en rappellerai toujours. Hein. Il me dit Palm Street. C'est Palm Street. La rue des Palmiers, non? Et moi, je me ramène avenue des Palmiers. J'ai marché pendant 3 heures.
C'est pas la rue des Palmiers, c'était l'avenue des Palmiers. Il me dit encore 1h30. Je dis putain. Et regarde une petite anecdote qui est marrante qui m'est passée. Donc je demande dans un magasin, j'ai un magasin de tennis. Tu sais, des chaussures, tennis un peu classe quoi. Je demande, il dit mais non tu t'es trompé ici, c'est Palm Avenue, il faut aller à Palm Street. Déjà je savais même pas comment je suis arrivé à Palm Avenue. Parce que c'est que des gros autoroutes, des trucs, tu peux demander à personne. Tu marches sur les côtés même pour traverser un autre. C'est fait tout pour être en voiture, c'est pas fait pour être à pied. Bon, je me ramène à cet endroit, j'ai marché plus de 3 heures avec un sac militaire, je croyais que j'allais mourir, j'en pouvais plus, j'avais mal. Je suis parti là, en début d'après-midi, on était en début de soirée. Hein. J'arrive, le mec il me dit non, c'est pas là. Et moi je regarde, putain, mène-moi ou quoi là. Non, c'est pas là, c'est vers là-bas, il faut aller loin. Ouais, merci, je me casse. Je marche quoi 40 minutes, imagine, hein, je suis loin. Et le mec qui repasse en voiture, qui me klaxonne. Je vois, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va m'amener. T'as oublié ton carnet. C'était un truc de ouf. Il repart l'enfoiré au lieu de m'amener. Il est gentil, hein. J'ai halluciné. Le mec il revient 40 minutes après parce que j'avais oublié mon petit carnet de notes. T'imagines, il prend le temps 40 minutes et il voit que tu marches. Amène-moi jusqu'au bout. Non, il repart. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était le fils du patron là, ils étaient deux. Je me ramène chez Eric Paulson parce que c'est la CWS Combat. Non, CSW, Combat Submission Wrestling, je crois. Son équipe. À Fullerton. Je me ramène. Fin de l'entraînement, je me ramène. Il y avait Hector Lombard, je me rappelle, ancien judoka qui était à l'UFC, un monstre. Il combattait, je crois, en 84 kilos, en 77. Tu le voyais, il faisait 95, il était énorme. Mais tous les mecs sympas et tout. Et il me voit, il me fait, mais t'es qui? Ah, je suis le français et tout. Oh putain, un mec qui vient de France en marchant. Tu vois, ils étaient à fond. Ils m'ont payé les 2 premières nuits d'hôtel. Entraînement gratuit et tout. Et le lendemain, premier entraînement avec Barnett. Déjà à cette époque-là, j'étais baissé, comme d'habitude. J'avais mal au poignet. Et le mec dirait qu'il me connaît pas, il met les bandages. Tu sais, les bandages, c'est cher, hein. Les trucs de couleur et tout. Boum, il fait les bandages. En plus, à l'époque, là, les trucs de couleur, ça n'existait pas ici. Eux, ils avaient déjà. Bon, bandage et tout à chaque entraînement. Et moi, je l'embêtais, je veux le cours de catch wrestling, Parce que moi, dans ma tête, c'était genre catch, tu vois. Et on fait le cours le mercredi de catch wrestling. Et on fait tout pareil, la lutte, des clés et tout. Et pour moi, c'est genre comme si c'était du catch. Et à partir de là, lui me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me réponds si dans 2 semaines tu fais un combat de MMA? Je fais oh, ok. Je sais même pas faire de boxe, rien du tout. Et en fait, j'ai foiré, j'ai pas été. Parce qu'en fait, je pouvais plus payer des nuits d'hôtel. C'était trop cher. Je suis reparti à l'hostel, quoi. Je suis reparti à l'hostel et j'ai dit que je pouvais pas rester. J'ai pas donné la raison. Je vais pas dire à quelqu'un, j'ai pas d'argent, tu vois. En plus, les Américains vont pas comprendre. Je parle pas comme ça avec les Américains, quoi. Donc, je suis pas retourné. Lui, il a mal pris parce que j'ai dit, ouais, je voulais m'entraîner avec Inoki, je vais te catcher. Il me dit, prends ton temps, moi, je vais t'amener, je m'occupe de toi et tout. Et du coup, moi, je me suis ramené chez Inoki, Anthony Inoki, la légende, là. Et je me ramène à l'endroit. Le dojo n'existe plus. L'adresse. Après, je mets une autre adresse. Je me ramène à l'aéroport en shuttle. Tu vas où? Ouais, je sais pas, je vais une telle adresse. Parce que normalement, les shuttles, c'est pour des hôtels. Il fait, on va voir. Les Américains, franchement, sur ça, ils sont sympas. Il fait, on va voir. Il m'amène. Il me dit, t'es sûr que c'est là? Dans un endroit abandonné, quartier mexicain, que des usines. À côté, une usine où on tue les porcs. Les trains et tout, il me dit, t'es sûr que c'est là? Et moi, je dis, ouais. Je descends, ils sont barrés. Il n'y a que des touristes dedans. Et je vois, c'est une usine, il n'y a personne, c'est fermé. Je dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver un motel. Je marche, que des gangs. Tu sais, les mecs habillés en rouge ou en bleu, que des gangs. Moi, je suis habillé en tout militaire, je pense. Je trouvais un motel pas cher. Et en plus, je gardais tous les papiers avec moi. J'avais peur que le motel pique, quoi. Et après, je dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde. Parce que l'hostel où je dormais, c'était plein. J'avais perdu les réservations. Qu'est-ce que je fais? Et après, je me dis, écoute, on va voir, je vais retourner. C'est jamais. Je retourne, quelques heures plus. J'ai mis 2 heures en marchant, au passage, 1h30 environ. Parce que t'as l'impression que tout à côté, c'est pas à côté. Je reviens. Et je vois que toujours c'est fermé et tout. Je dis, mais putain, ça n'existe plus cet endroit. Je me casse. Et je vois une camionnette passer. Peut-être c'est eux. Je reviens, c'était le mec. Et en fait, il y avait des gens dedans. Je ne raconterai pas les conneries que j'ai vues. Et après, je suis resté. Voilà, ils m'ont dit, tiens, parce que j'avais mes diplômes d'entraîneur et tout, ils m'ont dit, j'ai payé $300 pour m'entraîner, pour être logé sur place.
Et je me suis retrouvé entraîneur de lutte, ils m'ont fait les visas de travail et tout. Et c'était ma expérience avec Inoki. Et qu'un mois plus tard ou deux, parce que j'ai le droit à 3 mois de touriste, un mois et demi plus tard, on va dire, je vois Barnett, qui se ramène avec Inoki. Et il me voit, ben, il était pas content, quoi. Il a dû se dire, tiens, lui, il a pas voulu faire le truc ou quoi. Tu vois, il m'a revu, il m'a bien parlé, mais tu vois qu'il était un peu froid ou quoi, tu vois. Et je pense que si j'aurais attendu, ça aurait été mieux. Mais bon, hélas, on était censé partir à 2 ou 3, je ne dirais pas encore les noms, sinon j'aurais pas eu ce problème. Voilà. Et donc, du coup, on s'est retourné dans le catch. De cette façon-là. Ah, comment j'étais au Japon? Parce qu'après, par rapport à Inoki, j'ai fait des essais, des tryouts pour catcher au Japon. Et je me suis ramené au Japon. Et quand j'ai catché au Japon, parce que quand j'ai catché au Japon, je savais pas catcher. Mais le mec, il a aimé le style, il me met. Je vais là-bas, je me retrouve au Japon. Je pensais que j'allais faire du catch wrestling, du shoot wrestling. Pas du tout ça, c'était du catch normal. Je savais même pas faire une corde à linge, rien. Et les mecs, ils me voient, ils disent, mais qui sort d'où celui-là? Et j'étais au Japon, et après, je devais rester genre une semaine. Et j'allais partir. Il y avait d'autres Mexicains qui étaient restés. Enfin, je dis Mexicains parce que j'étais à East LA. C'était que des Mexicains où je m'entraînais au dojo d'Inoki. C'était pas du tout ce que je pensais parce qu'en fait, lui, il avait vendu la New Japan et sa fille s'était associée avec un Mexicain donc c'était de la lucha libre. Et moi, je déteste à la base la lucha libre. Et je me suis retrouvé avec des trucs de lucha libre. Et donc, tous les autres Mexicains qu'ils avaient signé le contrat là pour aller faire les gros shows au Japon, une semaine avec moi, ils sont restés une semaine de plus parce qu'ils ont été signés avec une autre organisation pour rester plus longtemps. Moi, quand j'ai vu ça, je dis putain, je peux pas partir, ça change ma vie le Japon. Et moi, je leur dis, je reste. Avant, c'est plus facile de repousser un billet ou quoi. Quelquefois, il n'y avait pas de frais. Ils me disent, mais tu vas dormir où? Et je dis, putain, et je vais dormir dans des cybercafés. Tu sais, les trucs 24 heures sur 24, t'as café, t'as douche, t'as tout. Donc, j'ai passé une nuit là-bas. Et je reçois un message, il me dit, il y a un lit de libre où on dort. Donc, je suis retourné à l'hôtel. Enfin, je suis allé à l'hôtel avec eux. Et après, ils me disent, je suis allé faire le sparring pour Fujita. Il avait un combat ce qui est après le Pride, je crois que c'était le Sengoku. Et après, ils me disent, ouais, la Snake Pit, Bill Robinson, tu peux aller t'entraîner. Au passage, je me suis blessé, je me suis fait un torticolis en catchant. J'ai voulu inventer une technique, ça n'a pas marché. Je me suis fracassé la nuque. Je vais chez Bill Robinson avec le torticolis, tout le monde m'a éclaté la gueule, encore une fois. Et après, on a fait les techniques et tout. Et le mec, je suis retourné aux États-Unis. Une semaine après, il me dit, il y a eu une blessure, tu catches Inoki avec Bill Robinson et tout. Et voilà. Comme ça que j'ai commencé. Inoki, c'est la légende. Même Saddam Hussein le connaît. Il a fait un show de catch. Il a libéré des otages japonais en Irak. Et il a fait amitié avec Saddam Hussein. Tu vois le catch, comme quoi? Ils lui ont donné un sabre aussi. Il a mis le Fidel Castro, il a offert une île. Hein. Il a une île à Inoki. Non, c'est pas des blagues. Hein. Personne ne croit qu'il a une île. Inoki, il a une île à son nom. Enfin, il l'avait parce qu'il est décédé. Parce que Pascal, il me dit, il faut que tu ailles à Wigan et tout. Tout le monde croit en toi. En fait, tout le monde en a foutu. Personne ne sait, hein, surtout. Mais lui, mais vendre des trucs, c'est bon. Ça m'aère mon esprit et ma motivation. Et après, il fait, il faut que tu sois Mapogos. Il faut que tu montres que tu es un Mapogos. Tu peux pas être. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux pas être une entourloupe. Tu peux pas être un imposteur. Tu dois être un vrai Mapogos. On va voir si tu es capable. Je reviens. Ouais, c'est génial et tout. Tu sais quoi, je suis plus dans les Mapogos, hein. Je suis plus dans porte. Ouais. Le catch wrestling en France, moi je pense, l'idée, pourquoi pas ramener une équipe française. Ramener une équipe de France. Montrer que nous aussi on a des talents. Que nous aussi on a la lutte, on a du wrestling, on a de la soumission. Et c'est ce que je veux montrer et je sais qu'il y a l'opportunité. Après, vu que toi, t'as créé et tu contribues au Mapogos, ou je sais pas comment ils appellent ces équipes, parce que moi j'ai toujours pensé submission team au final, mais bon bref, c'est que des mots. Et donc avec tout le vivier que j'ai vu qu'il y a de bons combattants, je pense qu'on peut faire un petit truc, ou au moins de vivre une belle aventure, parce que je pense après tout au final, la conclusion, hein, c'est la même conclusion que j'ai vu qu'il y a Barnett et tout le monde. Le principal, tu vois des mecs comme ce qu'on parlait tout à l'heure, des mecs lui il était champion de l'UFC, finaliste au Pride, finaliste au Strike Force, il a tout gagné le mec. Champion IBJJ, ceinture noire. Bref, et en réalité quand tu parles avec lui, c'est pas ça qui lui importe le plus.
Ce qui importe le plus, c'est la transmission des valeurs, de l'art martial, l'amitié, les voyages. Et je pense que, regarde, tu vois, par exemple, quand je te parle des trucs comme ça, les anecdotes, moi, mon seul regret que j'ai, mon seul regret que j'ai dans ma vie, j'ai pas pu le partager, ça. Et les mecs, pour X raisons, ouais, finalement, je peux pas et tout. Et après, une fois que t'as tout fait les trucs, ouais, c'est quand que je peux venir. Non, attends, j'ai galéré tout seul. Galère avec moi, on est des frères, non? Donc, moi, je pense que l'amitié, des vraies amitiés se forment quand tu voyages et tout. Et après, tu reviens ici avec des nouvelles idées. Tu vois, par exemple, il y a plein de catcheurs français. Moi, j'ai fait un petit business où avec un ami, ils ont créé un dojo comme à la japonaise au Mexique. Et donc, j'ai créé un business de faire venir des Français catcher au Mexique. Donc, ça veut dire, ils restent un mois logés. Ils s'entraînent avec que des stars, du matin au soir, muscu, tout sur place. Bon, bien sûr, ils payent leur avion et la bouffe, mais ils ont tout. Moi, je viens te chercher à l'aéroport, je t'emmène dans l'endroit, il y a un problème, t'as pas de problème d'insécurité et tout. Et t'as plein de mecs qui sont été, ils repartent, ils me disent, mais c'est un truc de fou ce que j'ai vécu. Ils me disent, je reviens en France, je vois plus de choses pareilles. Je vois plus de choses pareilles, tu vois. Il y en a, ils pensent que c'est que États-Unis, c'est que ça. En fait, il y en a beaucoup, quand ils parlent du Mexique, ça fait penser au bled ou quoi, tu vois. Mais ils disent, c'est génial. Et tu vois que quelquefois, il faut partir de sa zone de confort, de connaître le dépaysement, pour ensuite revenir y avoir une vision plus complète des choses, de voir comment les gens y vivent ailleurs, comment ça se passe. Et si tu fais ça avec des amis, avec des potes d'entraînement, tu reviens, les liens ils sont hyper soudés, tu vois. Moi, c'est ça que j'aimerais créer avec Mapogos, la CWF, parce qu'il faut créer une entité, évidemment. Et je pense que ce serait une belle aventure. L'Angleterre, c'est pas non plus le bout du monde. Et ça pourrait être une belle aventure. 1 an de projet, se préparer. Peut-être qu'on gagnera, peut-être qu'on perdra aussi. Je sais pas, ça va être un processus, tout dépend comment on va le processus d'entraînement et sur qui tu tombes les poules. Tu vois, c'est beaucoup aussi de chance. Hein. T'as le meilleur à la première poule, ben t'es mort. T'as l'autre qui est battable, tu vois. Mais je pense qu'après, il faut pas sous-estimer. Et à partir du moment où tu fais une compète, n'importe qui peut gagner. Mais le but, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce qui sort de la compétition? Parce que tu vois, regarde, quand je te parle de ça, en fait, la compétition, c'est une aventure, en fait. Tu vois, surtout à l'étranger, c'est quoi? C'est déjà prendre un billet d'avion. Aller prendre l'avion, aller dans un pays où on parle pas la même langue. Se démerder, voir où dormir. Mais entre potes, c'est génial. C'est chauffé, entre guillemets, t'es chez l'ennemi. Tu vois? Moi, je trouve ça génial. Tu reviens en France, trop différent. Il y a quelquefois, tu fais rien un week-end. Quelquefois, le week-end, t'as rien fait, ou tu te relaxes, et au final, t'es encore plus fatigué d'avoir rien fait. Et là, peut-être en 3 jours, ça t'a changé la perception des choses, ou tu revis. Moi, je vois les choses comme ça, tu vois. Après, on est tous différents, tu vois. Par exemple, moi, je pense pas que t'es obligé de vivre à l'étranger, tout lâcher pour vivre quelque chose. Mais quelquefois, juste un week-end ou quoi, avoir un vrai projet constructif. Parce que, en fait, c'est 3 jours. 3 jours, c'est rien. Mais en fait, c'est une année de projet que tu vas préparer quand même, tu vois. C'est chaque entraînement, chaque sueur, tu vois, chaque truc administratif qu'on fait, chaque papier ou quoi, tu vois. Et donc, moi, j'ai envie de montrer. Parce que déjà, je pense on est légitime par rapport à Barnett, à d'autres trucs, Boyle Robinson et tout, par rapport à moi, par rapport à Pascal que je connais plus d'une vingtaine d'années, et bon, maintenant il est ceinture noire. Avant, je le soumettais chaque 30 secondes. Hein. Chaque 30 secondes. Maintenant 15. Non, maintenant, je n'essaye pas. J'ai pas envie d'essayer, je pense que c'est lui qui fera chaque 20 secondes. Mais tu vois ce que je veux dire? Il a progressé et tout. Moi, quand Pascal, je l'avais connu au départ, je pensais pas qu'il allait se mettre au JJB à fond. C'est le seul, tu vois, même Samir, il fait pas tout le temps, Sofiane non plus. T'as pas lâché, quoi. Donc, moi, je pense que, tu vois, ça lui a donné une raison pas dire une raison de vie, parce que t'as raison, peut-être la religion, mais ça va ensemble. Ça t'a donné une discipline, un style de vie, quoi. Parce que la discipline, c'est que tu t'obliges. Mais il faut quand même aimer quand tu t'obliges. Tu vas pas t'obliger un truc que t'aimes pas, ça marchera pas. Un truc que t'aimes pas, tu peux pas t'obliger 20 ans. Tu vas peut-être t'obliger 1 an ou 2 et après t'en peux plus. Tu vois, moi je pense que c'est ça qui est... Donc le projet, je pense qu'il est légitime. Et après, moi je trouve que c'est pas mal l'esprit d'équipe qu'il y a, que je vous ai vu vous là, vous deux entre autres. Salé, et quelques autres j'ai vu. Moi j'ai trouvé une super équipe et moi je pense qu'il y a, franchement je pense qu'il y a un énorme potentiel. Après c'est sûr, tu me dis, ouais mais attends c'est des lutteurs et tout, oui vous avez fait plus, vous êtes plus Jujitsuka, je sais pas comment dire, Jujibiste. Ouais, plus JTO.
jiu-jitsu, ça fait peur. Là. Ah, on va chier, mais on fait peur. Moi, T'es plus jiu-jitsu que lutteur. Mais c'est une question de s'adapter et de dire, ben vas-y, j'y vais, on se fait plaisir. Bien sûr, le but, c'est pas de faire ridicule. Mais quand tu te prépares, t'as pas de chance que je fasse ridicule. voilà, quand tu prépares, t'es prêt. T'es prêt. Même là, quand t'es prêt, tu vas tout fermer. Je veux dire, c'est comme le jiu-jitsu, t'as pas besoin d'avoir 1000 techniques. Savoir tes bases, savoir fermer, défendre, et voilà. Et après, tu fais chier tout le monde. Tu fais chier tout le monde en combat. Donc moi, je pense que ça, c'est énorme. Et par rapport à ça, quoi, pouvoir développer. Pourquoi pas faire des ceintures, pourquoi pas développer une discipline. Après, moi, je dis ça parce que je suis amoureux du catch, quoi. Du catch wrestling et de la lutte. Mais je pense que ça rentre avec le grappling. Tu vois, on parle de lutte libre à chaque fois. Ouais. C'est pareil que la lutte libre, c'est juste on change de mots, quoi. Donc voilà, en fait, mais en changeant de mots, t'as une philosophie qui va derrière. Moi, j'ai pas la philosophie de la lutte libre. Je vais te mentir. Je vais te dire, ah, je suis lutador. Non, je suis pas lutador. Et ça fait plus de compétition. Conclusion. Depuis des années, je leur parle de toi. Et en fait, je me servais de toi comme exemple pour eux, pour leur dire, si vous avez des rêves, faut y croire, juste donnez-vous les moyens. Alors toi, tu te rends peut-être pas compte de ce que Alors, t'as reste chez accompli. toi. Bouge pas. C'est le bordel ailleurs. Regarde. Croire en ses ouais, en fait, moi, mon point de vue, hein, je parle pour moi à chaque fois. Quand t'aimes vraiment quelque chose, fais-le. Et le problème dans la vie que je me suis rendu compte, après chacun de juger, il a fait tout. JJB, Muay Thai, il va partout. Hein. Mais en fait, il finit jamais un projet. Et en fait, ce que j'ai compris, moi, quand tu vois, il aime ça, mais il aime pas assez, ou il aime pas pour être compétiteur, ou pour être ça. Il faut savoir sa façon d'aimer les choses. Par exemple, peut-être moi, j'aime le football, mais je suis pas fait pour faire du football, je suis fait pour être fan. Tu vois, donc il faut savoir. En fait, en réalité, on sait tous, au fond de soi, ce qu'on veut, en fait. Quelquefois, on veut pas s'avouer les choses, quelquefois, on veut pas s'affirmer sur certaines choses, mais on sait plus ou moins ce qu'on veut. Donc moi, je dis, quand tu sais vraiment, il y a un truc que tu veux à 100%, mais fais-le. Et Barnett, ah, voilà, là, je suis inspiré. J'ai parlé avec, parce que tu vois, je suis allé là-bas, je te jure, je suis allé comme un légume. J'ai pas dormi les jours d'avant, et moi, quand je vais en compète, c'est pas pour me faire éclater la gueule. Je vais, c'est pour gagner, j'avais l'habitude de gagner. Dernièrement, les dernières années, la dernière fois, j'étais au championnat du monde, j'en ai gagné un, et j'ai perdu contre l'autre qui a fait champion du monde, et je le dominais tout le combat, et après, moi, j'ai fait un truc tout con, et j'ai perdu. Et entre-temps, le niveau a monté. Donc, c'est-à-dire, ce mec-là, après, il se faisait éclater. J'ai perdu bêtement, pourquoi ? Je me suis préparé, mais toujours pas assez, parce que je veux faire le catch en même temps, je veux faire ça, il y a l'âge et tout. Et la meilleure préparation, c'est la compétition, en fait. C'est-à-dire, moi, je me suis pas mis en situation avant. D'un coup, la situation de stress, d'un coup, je suis fatigué. Moi, je me suis arrivé, je pensais, genre, comme un sparring tranquille. Le mec, il arrive, d'un coup, toute la force. Oh putain, qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? D'un coup, là, moi, je me suis mis, en 15 secondes, tu es comme ça, parce qu'il m'a sorti en état d'alerte. Mais si j'aurais déjà fait quelques petites compétitions avant, j'aurais été déjà recadré sur ça, quoi. Donc tu vois, et quelqu'un le sait au fond de soi ce qu'il doit faire ou pas. Après, j'ai voulu y aller, t'y vas. Après, il faut assumer parce que tu dis t'es pas prêt à 100%, tu le sais. Et peut-être que moralement, ça te casse, tu te fais éclater ou un tomber comme ça et tout. Devant les autres, tu dis waouh, c'est chaud. Donc moi, la dernière fois, là, j'ai été. J'étais en alerte parce que tu t'entraînes avec blessure. Il n'y a pas plus de frustration que la blessure. T'as mal, t'essaies d'essayer, t'as mal, tu tiens pas. Les autres, ils t'attrapent, ils te font tomber comme des cons. Là, t'as pas la force parce que t'as la moitié t'as 50% moins parce que tu peux pas bien faire les choses. Tu dis, putain, comment je vais faire? En réalité, il faudrait prendre du repos et arrêter. Mais après, tu dis, si je remets à l'année prochaine, et je remets à l'année prochaine, là, je vais avoir 42 ans, je remets, je vais jamais le faire. Et tu vois, donc, pourquoi je te dis ça? J'étais ce jour-là en stress. Putain, qu'est-ce que je fous là? Comme si j'étais un touriste. Les mecs, ils se préparent et tout. Et Pascal qui me motive, toi, du moment que tu vas, t'as gagné. Parce que moi, j'avais donné ma parole. Et tu vas, t'as accompli qu'on est. T'as accompli la mission. Ouais. Ok, merci. Mais en même temps, non. T'as pas envie de passer pour un con. T'as Barnett qui a confiance. Tu vois, t'as l'ego aussi. On est des hommes, quoi. Enfin bref, pourquoi je te dis ça? Au final, ça s'est bien passé. Ça a été une lutte interne, tu vois. Sans faire la philo. Et après, il me dit,
tu en parles. Parce que là, tu as toutes les émotions au même moment, la même journée, tu as envie de te chier dessus, tu as envie de vomir, j'avais envie de me barrer, j'attendais que de revenir ici. Bref, il me dit, ouais, t'en penses quoi de ça? Tu vois, je parle avec lui. Il me dit, ouais, j'ai mal au genou. Je dis, mais soyons honnêtes, même toi, à 10%, tu gagnes. Parce que c'est un monstre, le mec. Le niveau en poids lourd, c'est pas des forts. T'as des mecs, juste, ils pèsent, ils sont pas très forts. C'est pas comme les 80, les 70, 60, là. C'est des monstres, ils savent tout faire. Ils sont physiques, ils sont en cardio, il y avait que des ceintures en JJB, ils savent lutter. Enfin, bon, ça, on t'a rajouté du stress. C'est ça, fait plaisir. Mais bon, vous aussi. Mais le truc, c'est que le mec, il me dit, ouais, j'aurais pu le faire. Mais il y a des conséquences sur mes genoux. Lui, il a presque 50 ans. Il me dit, mais je veux pas arrêter. Je veux continuer. Je veux récupérer, peut-être me mettre plus dans le catch. Pas autant dans le MMA. Dernièrement, l'année dernière, il a fait les combats de boxe à main nue. En Pologne, au KSW. Il a gagné, il a fait comme ça. Le mec, c'est un guerrier. Et je lui dis, il me dit, vis ta vie. Il me dit, le meilleur conseil, the best, qu'est-ce que c'est? The best lesson I give you, live your life, il dit. Comme ça, avec son accent anglais, là. Ouais, américain, au top. Il me dit, le temps passe trop vite. Ça, c'est des trucs, tout le monde te le dit. Tu vois, c'est des trucs que tout le monde te dit. Vis ta vie, vas-y, n'aie pas peur pour le moment. Mais moi, il me l'a dit à un moment que ça m'a fait un déclic où j'étais en situation d'alarme. T'as Barnett, l'ancien champion de l'UFC, il t'a dit, ouais, je suis fier de toi et tout. Vis ta vie. Hein, ça m'a fait comme un truc. Depuis que je suis revenu, je dis, putain, il a raison, vis ton truc et tout. Là, je n'ai rien arrêté. Ça, je le dis toujours à tout le monde. On me le dit à moi. Mais ça passe là, comme ça ressort. Tu vois. Comme ça. Ouais, tu vois. Ah, ouais. On finit une conversation, tu rentres chez toi, tu vas penser à ça. Mais dans 2 jours, c'est bon, tu es parti sur d'autres problèmes ou sur d'autres trucs. Que là, le mec, sur le choc, il m'a marqué. Et pourquoi je te dis ça, les compètes? Parce que quelquefois, tu vis des trucs tellement différents, tellement forts, que ça va te faire le déclic que tu as besoin, inconsciemment, de recevoir. Que ce soit par rapport à tes projets familiales ou personnels ou autres, tu vois. Il y a des trucs, quelquefois, ça se fait ce déclic. Moi, ce truc-là, ça me fait le déclic. Tous les jours, je m'entraîne et je me dis, à chaque fois, le truc de discipline. Discipline. Et j'allais là-bas, parce que je suis fatigué après le catch, quelquefois, je boite, j'ai mal. Allez, il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne. Après, j'arrive. Putain, demain, repose-toi. Non, vas-y. Je me motive. Et tu vois, je me mets 1000 films dans la tête. J'y vais pas. Bah, allez, vas-y, j'y vais. Mais en réalité, j'ai pas la vraie motivation qui me fait. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, il m'a mis ce truc-là. Boum, ça m'a fait un déclic. Je suis différent depuis une semaine. Voilà, non, mais c'est. Donc, du coup, pour moi, ça a été bénéfique d'y aller. J'ai perdu la thune aussi, hein. J'ai perdu environ 300. J'avais pas envie. En ce moment, c'est pas le moment que je perds 300 euros. Ça m'a fait. J'ai pris un hôtel à 150 euros la nuit. De ma vie, j'ai jamais pris un hôtel à 150 euros. Quelquefois, je préférais dormir dans un cyber ou aller quelque part. Et Pascal, il me dit, mais vas-y, repose-toi avant. Il a raison. Je prends un putain d'hôtel à 150 euros, la carte elle marche pas ni rien, même ça je pouvais pas prendre. Bon, au final, j'ai réussi à prendre l'hôtel, j'ai même pas dormi. Il m'a servi à rien l'hôtel. Il m'a servi à que dalle l'hôtel. C'est la première fois que je perds autant d'argent pour rien. Le lendemain, je me retrouve là, je t'ai dit, dans le village, je monte le village, il y a comme des petits pubs, tout le monde est bourré, défoncé, gueule, ils en ont rien à foutre. Moi je dis, mais comment je retourne à l'aéroport là, à cette heure-ci? Je dis, à 7h le premier bus, il est minuit et demi. Putain, je vais dormir où? Moi, j'étais capable d'aller dans la cambrousse, il n'y a personne là qui va te faire chier. Il faisait pas froid en fait. Et je m'allonge, j'attends. Je dis, mais ça fait quand même un peu clochard. Hein. Je dis, je vais aller à l'hôtel. J'aurai l'hôtel, parce qu'à un moment donné, j'ai eu marre. Parce que j'étais avec Pascal au téléphone. Je dis, écoute, je prends une chambre, j'ai rien à foutre au point où j'en suis. C'était tout réservé, c'était tout complet. Tout est complet. Et la chance, l'autre, il me donne un hôtel. Ça devait coûter 100 livres la nuit. Au final, c'est comme si ça m'a coûté 60 livres par nuit. Donc au final, j'ai même pas perdu. Tant d'argent que ça. Ouais, tu vois, Et après, je parlais avec ma meuf de ça, elle me fait, parce qu'on s'était embrouillé, je sais pas dû le soir même du truc, ouais, tu fais tout au dernier moment, et après tu mets la faute sur les autres, je te mets pas sur les autres, tu t'es énervé, alors pourquoi tu me parles comme ça? Mais putain, tu vois pas que je suis 2h du matin, je suis dans la rue comme un trou du cul, et normalement le lendemain j'ai une compétition. Encore pire, tu sais, t'arrives, t'es tout défoncé, et en plus de ça, tu dors même pas. Et tu dors dans la rue, je vais pas dormir à l'aéroport, là, je fais la compète, ça fait un peu con, là, tu te dis. Mais si on arrêtait à 3 ou 4, rien n'est cher, on est ensemble, même tu rigoles sur ça, tu t'en fous. Voilà, tu vois, ça change tout. Moi, le seul regret que j'ai dans ma vie, c'est que la plupart des aventures, je les ai vécues seul. Ou je vais les vivre quand j'étais en Corée du Nord avec des Japonais, mais c'est pas mes amis, c'est des potes de travail. Ou ailleurs, c'est des potes de travail, mais c'est pas, y a pas l'amitié, y a pas ces trucs. Ces petits liens, tu vois. Moi, je trouve que ce serait génial. Après, on est tous différents, là.
Mais je pense que 3 jours en Angleterre, il y a pire, quoi. Il y a mieux aussi. Ah, Wigan. À Wigan. Wigan. On va faire connaître Wigan au niveau international. Moi, avant, je connaissais même pas Wigan. Ah, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un truc paumé. Non, ouais, c'est paumé. Ça sentait que c'était paumé, hein, de toute façon. J'ai pris un train, là. Et il passait par tous les villages. C'est pour ça que ça met 1h30 de train. En fait, ça peut mettre une demi-heure. Mais c'était beau. Je regardais, c'était joli. Voilà. Ouais, mais ce qui m'a plus marqué, peut-être c'est un pays bien. Moi, la France, j'aime, tu vois, par exemple. En parlant sérieux, c'est trop beau. Tu vois, au Mexique, ça n'existe pas, ça, là. Tout droit, tout bien fait. T'as l'impression que c'est toi qui l'as fait. Et après, je reviens en France, je dis, mais comment ils ont fait pour faire tout droit? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là-bas, ça n'existe pas, les fenêtres isolées. T'as l'air qui passe, c'est tout mal fait. Fait pas tout, il y a des endroits que c'est bien fait, tu vois. Mais la plupart des endroits, c'est comme ça. Tu vois, ben, comme tu vois dans le reportage, il habite. Tu reviens dans un endroit comme ça, tu te dis, putain, ils sont forts. Quand même, en France, on est balèze. Et bon truc. Donc quand je reviens en France, je suis quand même content, hein, crois-moi. La qualité de vie, elle est pas mauvaise. Non, mais en France, c'était bien. Après, moi, j'aime beaucoup la Belgique. Belgique, je kiffe. Moi, j'aime bien la France, l'Europe, j'aime bien. J'aime beaucoup la Bulgarie. Tu vois, j'y vais à chaque fois. Après, Cameroun, je kiffe. Moi, l'Afrique, je kiffe. L'Afrique, je kiffe. Tu as l'impression que t'es dans un autre monde. Je kiffe. Corée du Nord, ouais, mais après Corée du Nord, je suis resté une semaine. Tu peux pas. Ouais, mais c'est trop incroyable de dire, ouais, j'ai été en Corée du Nord. Ça fait bien sur le moment, mais moi, franchement, j'ai kiffé. Hein, c'est une des plus belles expériences. Mais si tu me dis où t'aimerais retourner, je te dis Cameroun, Côte d'Ivoire. Ouais, c'est sûr que. Moi, je suis content. Moi, j'aimerais trop aller au Brésil, des endroits comme ça, je kifferais, quoi. Sénégal, moi, je kifferais le Sénégal. Ouais. Tu vas aller? Ouais, en plus, la lutte et tout. Ouais, voilà, là, je kifferais Sénégal. Congo, tu vois, pour voir le truc de leur catch fétiche, ces trucs-là. Congo, je kifferais aussi, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de pays, j'aimerais bien aller. Mais, tu me dis Corée, ouais. Corée, c'est C'est pour l'histoire. voilà, c'est pour l'histoire. Après, c'est un beau pays, hein, ça, je veux dire. Je veux dire, j'ai été à Pyongyang. Mais non, c'était une belle expérience, ça c'est sûr, on va pas se voiler la face. Les États-Unis, c'est magnifique aussi. Les États-Unis, moi je ne me verrais pas vivre aux États-Unis, tu vois. Mais de voir comment ils vivent, leur façon de vivre. Parce que c'est vrai, parce qu'il a raison. C'est comme des gosses. Il veut sa grosse bagnole, il veut son tuning, il veut la grosse salle de muscu, il veut être baraque, il va aller là. Ils sont des kiffs comme des gosses en fait. Et ils ont l'argent pour le faire. Tu dis, waouh! Oh, eux, ils vivent au top, les mecs. Je dormais chez un Américain avant, un catcheur, il était banquier. Il avait tout lâché. C'était un ancien toxico. C'est un ancien toxico qu'il a réussi à faire une cure. Il avait perdu sa famille et tout. Il s'est éloigné parce que il a fait trop de bordel dans la famille et tout. Il a agressé des gens et tout. Il était en prison et tout. Il est toxico. Après, il a arrêté. Il fait toujours les trucs chaque semaine, des associations pour aider. Parce que tu as l'obligation quand tu sors, normalement, de faire. Je sais pas si tu sais ça. Bref, le mec, il était banquier. Il a arrêté. Parce qu'il. C'est-à-dire qu'il est toxico. Il s'est sorti de là, il est devenu banquier. Ouais, il a arrêté. Et maintenant, il tombe amoureux du catch. Il a arrêté la banque parce qu'il en avait marre. Et maintenant, il est coach genre de muscu parce qu'il veut vivre que du catch. Le mec, il avait acheté sa baraque comme ça. Parce que les Américains, ça va, l'argent, ça va, ça vient. C'est un truc de ouf. Hein. Putain, là, j'ai besoin de 60 000 $. Il trouve un moyen pour vite fait gagner 60 000. Moi, pour les 60 000, je sais pas combien de temps je vais mettre pour les avoir, peut-être jamais. Bah, ouais, on fait bon, bref. Et le mec, il avait sa maison, la baraque et tout. Et là, pourquoi je te dis ça? Parce que je parlais avec lui, je parlais de protéines, j'ai dit, mais tu connais pas ça, c'est quoi ce truc? Il me parle, ah ouais? Amazon, ah ouais, c'est trop cool, bam, 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 bam. Je lui parlais de je sais pas combien de trucs dans la journée, lendemain, il reçoit tout en paquet. Oh putain, c'est super, américain. Consommateur, bam bam bam, ce qu'il veut, tout à la maison. 2-3 clics. Chez lui, c'est trop beau les Américains, ils avaient tout. Ils ont même un truc là, bon, même je crois que ça existe aussi. Tu fais tout cuire, pommes de terre, ce que tu veux, bam 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 bam, boum, il attend et tout. Ouais. Trop la belle les Américains, ils savent trop faire. Je te jure. Ça, c'est. Même ici, ça devient. Ouais, mais ils étaient déjà là-bas, j'avais jamais. Bon, après moi, n'oublie pas, je suis encore plus à la rue qu'ici, parce que je joue au Mexique. Hein. Donc il y a des trucs que je connais pas. Ah, quand j'étais revenu après la pandémie. Je reviens parce qu'à chaque fois, moi je suis du sud, mais j'avais pas l'hélica mobile, à cette époque-là je crois qu'il n'y avait pas encore l'hélica mobile. Bref, et moi j'essaie d'acheter des puces. Mais avant d'avoir la puce, il faut que je contacte, si quelqu'un peut venir me rechercher à la gare, à Montpellier, parce que j'habite à 7, il n'y a pas, ou à Montpellier. J'appelle, donc je demande une carte téléphonique, il me dit on vend pas de carte téléphonique. Il dit à un endroit on vend pas de carte téléphonique. Je conseille, je dis mais putain, mais il n'y a personne qui vend des cartes téléphoniques, monsieur ça n'existe plus les cabines.
Je savais pas que ça n'existait plus les cabines. Tu vois, les choses changent. Ça existe toujours les cabines Ouais. au Mexique. Au Mexique, il y a toujours les cireurs de chaussures. Au Mexique, tout le monde a le lavoir. Moi, je lave mon linge à la main. Avec le truc avec les Ouais, là. avec les trucs comme ça. T'as Ouais. toujours le lavoir. C'est des trucs au bled, ça. Ouais. Tu vois, moi j'ai pas grandi au bled, donc je sais pas. Donc il y a des trucs, je vis comme à l'ancienne, que ça faisait quoi, il y a 100 ans ici, je crois. Ouais. 70 ans au moins, facile. Ouais, un truc comme Voilà, il y a les lavoirs, les mecs qui ciraient les chaussures, tous les trucs à l'ancienne. Moi, je me lave chez moi au seau, hein. Ouais. Pour info, hein. Parce qu'il n'y a pas toujours l'eau chaude qui va bien connecter. Donc moi, j'aime pas quand ça fait chaud, d'un coup froid, chaud, froid. Je mets la résistance, gros pot, et allez, on se lave comme ça. Après, quand je prends une bonne douche, je suis content quand même. Hein. Mais bon, tu vois, je veux dire, il y a des trucs, c'est à l'ancienne. Il y a des endroits, il n'y a pas d'eau. Au Mexique, il y a des endroits, il y a des coupures d'eau, genre de 10h du matin à 10h du soir. Et toi, t'es obligé de remplir des gros trucs. Ils ont tous au-dessus, tu vois. Donc, tu vois, c'est des trucs, tu vois, tu reviens ici, tu dis, on est quand même bien, là. On se plaint. On est quand même très bien. Mais après, c'est vrai que là-bas, c'est plus pratique. Là-bas, tu veux un truc là, maintenant dans la nuit, t'as des tacos. T'as des trucs qui s'appellent Oxxo. Oxxo, 7-Eleven, c'est comme les épiceries de nuit. Mais genre, c'est des chaînes. Mais c'est pas cher, t'as tout dedans. T'as tout ce que tu veux. Tu peux recharger ton téléphone, tu peux avoir le truc pour raser. Si t'as le chargeur, t'as tout ce que tu veux. Dans chaque quartier, si tu veux acheter la tapaleria, je sais pas comment on dit ici. Genre, si t'as besoin de trucs, le tuyauterie, ça pétait, les joints, ça, t'as tout. De partout, tu vas dans chaque quartier, t'as tout. Marché couvert dans chaque quartier. Quand je dis que chaque quartier, c'est tous les 10 minutes. Si tu veux, tu sors même pas du quartier, t'as tout. Et pour pas cher. Cordonnier, le mec il vient, vas-y, j'ai ma semelle. Vas-y, 20 pesos. Genre, 1 euro. Et il te fait ça, on revient dans une demi-heure, on revient là, il te le couille, il te fait le truc. Ici, on revient dans 2 jours, ou là ça va fermer. Ouais, vas-y, c'est tombé. Tu vois, ça c'est ça que j'aime bien le Mexique. Je crois que j'ai fini là. J'ai aimé l'Argentine aussi. Très beau pays. L'Argentine, c'est on dirait l'Europe. On dirait pas du tout au Mexique ou. Ouais, c'est très développé, très. Putain, grave. Beau pays, beau pays. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, magnifique le pays. Je te conseille. Le Pakistan. Pakistan, ouais, c'est pauvre les pauvres. Mais bien traité militaire et tout. Le curry là, butter curry, je kiffe. Putain, moi j'aime pas trop épicé, c'était tout épicé. Ouais, ouais. Eux ils te disent c'est pas épicé, c'est encore pire que les Mexicains. Afghanistan, tu étais ou pas? Non, mais là, il n'y a pas de catch là-bas, je crois. Ouais, de la lutte. Ouais, la lutte. À un moment donné, je voulais aller en Iran, mais tu vois, il y a des pays, Ouais. c'est très compliqué après pour voyager. Ouais. Bon, après, j'ai le visa de travail des États-Unis, mais tu sais jamais. Parce qu'au Corée du Nord, les Américains, ils n'ont jamais su que j'étais au Corée du Nord. Parce que normalement, je suis interdit d'entrer aux États-Unis. Ouais. C'est interdit 10 ans. J'étais en 2014. J'étais interdit jusqu'à l'année dernière. Mais eux, ils n'ont jamais su. J'ai jamais dit. Parce qu'en fait, quand tu rentres Tu au. passes par la Chine, ça. Tu passes par la Chine, mais ils te tamponnent pas. Israël, c'est pareil. Quand je suis allé en Israël, ils te donnent un sort de petit. Ils te font comme si c'était un visa. Parce que tu vois, la plupart des visas, tu colles. Ouais. Eux, non. C'est comme si c'était un ticket. T'es petit comme ça. Ouais, tu glisses. Ouais, ils font exprès. Parce que soi-disant, tu peux pas aller après à Dubaï, à plein d'endroits, si t'as été en Israël. T'es pas En fait, tamponné. tu Selon leur dire, moi je sais pas moi. Et moi j'en ai rien à foutre, je retourne au Mexique. Là-bas ça coupe des têtes, donc c'est pire. Ouais. Donc voilà, tu vois. Je suis dans une autre réalité. Mais ce que je veux dire, je me rends compte qu'en France, il y a un malaise, il y a de l'insécurité et tout. C'est la vérité, tu le vois toi-même. Et je peux comprendre, je peux comprendre ce faux racisme ou toujours jeter la faute sur certaines personnes parce qu'eux non plus ils aident pas. On va pas mettre tout le monde dans le même paquet, on sait qui, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux comprendre des trucs comme ça. Mais moi, grâce au sport, j'ai appris à être plus ouvert. Et je pense que c'est ça le sport au final. Ça, c'est la réalité du sport. Que les communautés puissent être ensemble, se réunir. Même si au départ, on n'a que des différences. Moi, je trouve que c'est magnifique le sport. Après, il faut que le sport soit plus fort que de dire ouais, vas-y, on tourne ensemble, on est potes. Et après, tu retournes dans ta réalité. Ah, c'est il va se faire enculer ou quoi, tu vois. Faut faire attention à ça, quoi. Parce qu'au final, on est tous pareils. Hein. Je veux dire, tu le vois quand tu voyages, moi. Là, tu vois, j'étais au Cameroun plusieurs fois, Côte d'Ivoire. Franchement, les gens, je kiffe. Là, je dois retourner au Cameroun au mois de mai. Moi, je kiffe le Cameroun, ils me traitent comme un roi. Tout le monde te parle bien dans la rue, championnat et tout, ils sont énormes. Comment tu vas et tout. Et après, tu te rends compte que les Camerounais d'ici ou les Algériens d'ici, c'est pas les mêmes que ceux du bled. Tu vois une différence. Donc, tu vois quand même que quand on est plus ou moins
agressif ou coléreux ou quoi. C'est plus un trait français qu'africain, par exemple. Eux, là-bas, ils sont contents. Et pourtant, quand tu vas au Cameroun, il y a des endroits où il n'y a pas l'eau potable. Et les mecs, ils sont tous avec le sourire, ils rigolent, ça branche, ça rigole. Ils vivent bien que là, on fait tout ça gueule. Truc de dingue quand tu réfléchis. Ouais. Pas normal. Voilà. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Merci Pascal Aja pour partir de la CWF. On va renvoyer au casse-pipe, me faire un gros discours et après faire tout l'inverse. Remerciement, non. Remerciement, moi je veux. C'est-à-dire tout ce que tu as fait. Parce que tu parlais, tu disais que tes missions, tu regrettais de ne pas avoir eu du monde pour les partager. Mais est-ce que tu aurais pu les faire? Est-ce que tu les as vraiment fait tout seul? Bah oui, quand t'es tout seul, t'es tout seul. Après, tu peux pas vivre tout seul. Il y a un mec qui t'embauche, il y a quelqu'un qui croit en toi. T'as toujours une personne qui croit en toi, par intérêt ou non, il croit en toi. Quand Inoki m'envoie en Corée du Nord, est-ce qu'ils ont besoin de moi pour aller en Corée du Nord? Non. Le banner, peut-être, ouais. Bon, ça, ouais. Moi, non, pas spécialement. Donc, il faut être, à un moment donné, il faut être raisonnable aussi. Est-ce que j'aide le Wigan à être plus crédible au championnat du monde en partant au premier tour? Pour eux, je suis un de plus. Après, ils savent pas mon histoire, ils savent pas vraiment où je catch, ils savent pas tout, parce que je veux pas m'en témoigner. Mais ce que je veux dire, est-ce que je suis... Non. Mais on participe aux choses, et après... T'as toujours besoin de quelqu'un qui t'aide. Le QG de la CWF, par exemple. C'est ici, hein. Ici, c'est le Oh, QG. c'est le QG d'un peu pas Voilà. de tout. Tout se passe ici. Après... Ouais, t'as toujours besoin de quelqu'un, et moi déjà, regarde, à chaque fois que je fais un truc, moi, j'essaie après d'aider. Moi, je dis non, je vais en prison quelquefois faire des shows. Je fais des trucs. Moi, j'ai toujours la vision de si tu veux recevoir, il faut donner. Donc, tu vois, comme un équilibre. Moi, je vois toujours comme de l'énergie. J'ai reçu un surplus d'énergie qui a beaucoup de trucs qui m'ont allé bien. Il faut que je renvoie aussi de cette énergie. Moi, je pense comme ça. Après, je réfléchis des choses que j'aime bien faire et que ça va apporter, tu vois. Pas que j'aime bien, quoi. Parce que quand j'avais été aux États-Unis, là, que je dormais dans l'hostel, j'avais fait Thanksgiving. Et j'avais donné à manger aux pauvres. Tu dis, ah, c'est génial. Non, j'ai pas aimé. C'était nul. La nourriture dégueulasse. Le mec qui vient, il s'en bat les couilles. Toi, t'en bats les couilles, au final, c'était nul. Et après, tu dis, ah ouais, j'ai donné à manger aux pauvres à Thanksgiving, j'étais encore plus pauvre qu'eux, là. J'en ai rien à foutre, moi. Je veux manger des hamburgers, moi. Non, mais rien de spécial en prison. Quand tu es en prison, déjà, tu dois passer un par un. Déjà, tu dois faire la file que tu n'as plus à faire, tu dois tout enlever. Enfin, les téléphones, tous les trucs électroniques et tout, tu dois laisser d'un côté. Et en fait, tu as une liste de 50 personnes et tu dois rentrer à l'ordre de la liste. Et quand tu rentres, ils vont te mettre un tampon, mais phosphorescent. Tu le vois pas. Et toi, tu t'en mets plusieurs. Parce que quand tu vas catcher, tu te mets de l'huile, ça peut s'effacer. Et si le tampon s'efface, tu sors pas de la prison avant qu'ils ont fait tout le contrôle de chaque cellule. C'est-à-dire que tu vas rester jusqu'à très tard. Donc, tu mets le tampon. Tu rentres. Bon, ils t'enlèvent les affaires et tout. Bon, en fait, si tu veux, tu regardes le téléphone. Hein. Bon, après, il fait pas trop le malin avec les... J'ai pas envie de faire le malin dans une prison. Mais bon, tu peux garder le téléphone, mais il faut pas l'utiliser ou quoi. Tu rentres, après, t'as les prisonniers. T'as les prisonniers, en général, ils sont habillés en café ou en jaune. En général, ceux qui s'occupent de toi. Les mecs, ils aiment bien avoir des activités. Je pense qu'ils aiment bien avoir des activités. Peut-être pour bonne conduite, tu vois, pour avoir moins Même passer le temps. de chats. Et passer, ouais, ils s'emmerdent, les mecs. Ils font rien. Et en fait, les mecs super polis. Juste prison française ou mexicaine? Non, Mexique. Ok. Franchement, je n'ai jamais vu une prison. Prison mexicaine, gros mec de café. Je fais une prison même que des femmes. Ouais, tu- Toujours la femme. Ouais, mais ça, à chaque fois, je rigolais ça, mais c'était pas le truc. Ah ouais? Ben, genre, moi, je disais, ouais, je veux une meuf, parce que tu vois, t'as des prisons, soi-disant, t'as des prisons où les catcheurs, ils venaient, la catcheuse, elle aime bien, et elle te donne le numéro ou quoi, et tu vas au parloir, Ouais, tu... et bam. Attention! Parce que c'est des meufs, quelquefois, c'est des femmes de narco, quoi. Ouais, ouais. Hein? Tout se sait, hein? Mm. Hein? Quand tu vas prendre le numéro, comment ça s'appelle, le garde, s'il veut te répéter qu'il veut un billet, toi, après, peut-être quelques jours après, une semaine après, t'es plus là, je sais pas où ce qu'il y a. Enfin, attention, tu sais pas, la meuf, elle s'en fout, elle est de la prison, tu sais pas qui c'est le mec. Donc, il faut faire attention. Ça, mais bon. Et donc, moi, j'arrivais,
Je faisais le malin. Vas-y, je veux des meufs. Genre relou, le mec, relou. Et la meuf, la directrice de police, elle fait, ouais, mais tu vas voir. Je rentre, on va parler, parce qu'à chaque fois, il t'invite à manger, on va au réfectoire, on passe par des cellules. Vas-y, je veux tu vois des mecs, on dirait des camionneurs, quoi. Je dis ça, je dis, oh putain, non, c'est pas ce que je m'imaginais. T'avais des belles filles aussi. Et j'avais vu une meuf, genre, je sais pas moi. Bon, je pense majeure, parce qu'elle doit avoir 18 ans. Mais elle doit avoir vraiment 18, juste 19, je sais pas, peut-être même moins. Magnifique la fille, avec la vieille de 50 ans, comme si c'était un mec. Il la garde, tu vois des trucs chelous. J'ai vu, je savais pas qu'en prison, t'avais des meufs avec des bébés. Plein de meufs avec des bébés. Je savais pas que ça existait, moi. Tu vois, j'ai découvert des trucs. Après, toi, tu vas donner un show. Et franchement, quand tu donnes des choses, ils vont pas t'emmerder. Moi, j'ai fait un show, je suis passé sur le reportage, j'ai pas vu, non? Je suis passé dans un reportage, sur Canal. Il saute en l'air, il vient sur moi, je l'attrape, je l'ai jeté du ring. Dégage de là. Enfin bon, bref, ça m'a fait rigoler. Et moi, j'ai fait la blague, tu vois, je faisais la blague au mec. Il y a un mec qui fait, ouais, t'es chaud, hein. Et moi, je dors, je fais, ah ouais, tu veux qu'on se batte? T'es sûr? Et t'as le ton, il fait, ouh, tu veux te battre ou quoi? Je t'attends dehors, tu vois, genre, et tu vois, il rigolait, tu vois. Et à un moment donné, je fais une blague, il y avait un petit groupe. Eux, ils s'étaient pas venus pour voir du catch. Eux, ils étaient au fond, ils étaient entre eux. Et là, je fais, il me regarde. Il me regarde, il fait genre, dégage. J'ai dégagé. Ils se disent, oh non, ça me bat les couilles ton spectacle. Voilà, tu vois. Mais je veux dire, sinon, tu vois que c'est des gens sympas, quoi. Juste une fois, j'ai flippé, j'ai allé au chiottes. Chiottes, t'as pas de glace, hein. C'est genre comme si c'était du métal en miroir. T'as pas de glace parce que si t'es. Oui, casse, ils prennent. L'autre, j'ai dit, je veux aller aux toilettes, c'est où? Ah, il faut aller là-bas au fond, là. Oh putain, je vois deux mecs qui viennent au même moment que moi, je dis, oh, putain, c'est évident ces trucs. Mais rien, j'ai réussi. Je suis vivant. Et je suis allé trouver un hostel où j'étais venu la première fois. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait des mecs qui bossaient là-bas. Donc je me ramène, je dis, je cherche du boulot. Pour dormir gratuit. Donc il fait, oui, si tu veux demain. Demain, ramène-toi à 9h. Je me ramène avec 4 valises. Comment tu marches avec 4 valises? 2 par 2. Écoute, j'ai mis au moins 2 heures et quelques avec les transports et tout pour aller là-bas. Je pue la sueur, l'horreur. Je crois que j'avais pété un câble. Mais j'étais content. Et je suis allé là-bas, je faisais le ménage tous les matins de 9h du matin à 1h de l'après-midi. 6 jours sur 7. Il y avait une putain d'Argentine, je me rappelle, une meuf, illégale en plus. Elle me dit, une fois que j'ai tout nettoyé, tu vois tout ça là? Les coins hauts. Mais je veux que tu finisses. Ouais, parce que Eddie Cario qui fait le ménage, comment j'ai du mal à y croire. Non, et en plus je faisais le ménage, ils m'ont foutu tu faisais équipe de 2. Je suis sûr que tu sais. Attends, tu vas rigoler. Encore plus, ouais. Non, mais t'es obligé de travailler parce que Oui. il fallait travailler. T'es obligé. Quelquefois je faisais semblant, mais t'es obligé, contrôle. Et j'étais en équipe, t'étais par 2. Et moi je mettais torse nu. Bon, franchement, j'étais dégueulasse, mais je mettais torse nu. Il me dit non, mets le t-shirt housekeeper. Genre, le mec, il fait le ménage, j'avais une nerf. Tu crois que je disais aux gens, ouais, je suis catcheur, je suis lutteur, ils me voient avec le truc. Donc, j'avais le t-shirt, j'avais mon, comment ça s'appelle, là, le bidon, le balai, tous tes trucs. Pour nettoyer, t'avais toute l'artillerie. Et les serviettes, que des serviettes blanches petites, par centaines. Bref, ils me mettent en équipe avec un japonais qui était venu c'était un boxeur pro. Il boxe plus, hein, j'ai regardé. Et le mec, il venait s'entraîner en boxe. Et pour économiser, pour pas payer les loyers, il faisait le cleaning, tu vois. Sauf que c'est un Jap. Ah, il est hardcore. Putain, prends ton temps. Non, mais prends ton temps, parce qu'il est con. Je me rappelle, je dis, mais il est con ce mec. Il faisait tout. Après, moi, je faisais rien, il faisait pour les deux. Hein. Et il y avait un bar, parce qu'il y avait tout dedans. T'avais un bar, il y avait tellement d'alcool, le pied reste collé, quoi, au sol. T'es obligé de laver 3 fois des couches. Non, je pète un câble. Et après, avec les serviettes, tu passes dessus, là, comme ça. Les toilettes, vomi, capote, un bordel de ouf. C'était un bordel ouf. T'avais beaucoup d'Australiens. Les Australiens, ils voyagent beaucoup. Ils ont beaucoup d'argent, les Australiens. Et à chaque fois, ils prennent, ils picolent et tout. Ils restent un soir ou 2, ils se barrent, ils restent avec les bouteilles, et tout. Je vais pas mentir, à un moment donné, je buvais là-bas, je faisais le bordel. Enfin bon, bref. Et j'avais fait une fête avec Snoop Dogg et les Black Eyed Peas et tout, hein, gratuit à côté. C'était génial. Bref. Ah ouais, le japonais, il me faisait faire tout. Et on terminait, je faisais la cuisine, je faisais la salle de bain, je faisais le bar, je faisais les chambres. J'ai l'impression que je faisais tout avec ce mec. Je pétais un câble avec le mec. Attends, je vais raconter une anecdote marrante. Je me lave les dents à chaque fois le matin. La figure, je lave les dents, j'ouvre la fenêtre. Hollywood. Tu sais, parce qu'on était à Hollywood. Ah, ça c'était Hollywood, l'hostel. À Hollywood même.
Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, c'est que des trucs de bang, Ouais. que des mecs qui fument, c'est pas... Ouais, c'est pas ce qu'on. Ouais, voilà, t'as les étoiles, mais à côté, c'est que des trucs de bang, des... Ouais, c'est des mecs qui te grattent l'argent, non aussi. Ouais, il y a beaucoup de gratteurs aux États-Unis, je crois, pire qu'ici. Mais tu vois, c'est un peu hippie. Ouais. C'est pas genre le truc que tout le monde pense. Que c'est genre, si tu vas si tu vas à West Hollywood, ouais, là, c'est les riches et friqués, et là, c'est gay, là, c'est plus c'est gay. Il y a en dessous Melrose Place, là, c'est les juifs. Tout vers là-bas. C'est à côté, hein. Mais là, c'était pas le truc top. T'avais des zombies la nuit, ils sont comme ça, là. Mais que des boîtes de nuit, des bars, et que des trucs de bang, et à fumer, rien d'autre. Et des touristes. Pour les étoiles, là. Ouais, donc tu ouvres la fenêtre. Ah ouais, mais il y avait le truc Hollywood, j'étais à Hollywood. Et tu dis, putain, je suis à Hollywood, c'est genre le rêve américain, tu vois, et je suis en train de faire le ménage comme un trou du cul. Ah, et voilà, je vais te raconter mon anecdote que je raconte à chaque fois au Mexique. Et à chaque fois, je voyais une pub, je voyais une boisson, genre, ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait Full Traun, je sais pas, une connerie comme ça, c'était un genre de monster, tu vois les monsters? Et t'avais un catcheur qui le chargeait en haut, et ça pesait saveur Blue Demon. C'était le catcheur Blue Demon, une légende Blue Demon. Comme ça, hop. Et moi je vois ça et je dis, je veux catcher avec Blue Demon. Vas-y, bah parce qu'au final. Je vois le truc là, comme ça, c'est pas loin de Melrose Place, je vois la canette, Mangan, canette de genre 5 mètres, des grosses pubs américaines. La saveur Blue Demon, un catcheur. Tous les matins, j'allais prendre ma canette Blue Demon, j'allais prendre ma protéine et je faisais mon ménage à fond. Il faut que je parle à mon pote Damien, parce qu'il parle anglais couramment. J'ai dit, il faut que tu appelles Blue Demon. J'avais MySpace, je vais découvrir MySpace et Facebook. Non, MySpace j'avais déjà, je vais découvrir Facebook. J'ai dit, trouve Blue Demon. MySpace, il y a le numéro de Blue Demon, on va dans la cabine téléphonique, il parle à Blue Demon. Moi encore dans le délire que le catch est vrai. Tu vois, même, vas-y, dis-lui que je veux le défier, je veux l'affronter, je suis fort, nanana. Et le mec, il l'appelle, il lui parle, ouais, quand il veut et tout, nanana, il me contacte, et boum. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, quand tu veux et tout, il est intéressé et tout. Et ensuite, non, mais c'est tout. Putain, génial. Et moi, comme un trou du cul, non? Bref. Pourquoi je te dis ça? Parce que, c'est marrant, non, je suis trop con, moi. Ouais, let's go. 2 ans plus tard, je rencontre Blue Demon. Je travaille pour lui au Mexique, dans un endroit comme Nessa, là, ça s'appelle Ecatepec, encore plus paumé. Et je suis en train de travailler dans son dojo où on fait du sparring, je suis en train de l'étrangler. Je me dis, putain, je réfléchissais au rêve américain à Hollywood. Et je me retrouve au fin fond du Mexique, en train de vivre le rêve américain, quoi. En fait, ça, c'était les catch avec lui, en plus, à la télé et tout. D'ailleurs, mon profil de Facebook, c'est avec lui. Où je suis en train de lui faire une clé. Le masque bleu, là. Ouais, avec le masque bleu, ouais. Voilà, Blue Demon. Ah putain, c'était bien marrant, ce truc. Wow. Hello, Mapogos. My good friend Hedy has told me all about you. Says that you guys are doing an incredible job in jiu-jitsu and ever growing and ever climbing that mountain. However, I look forward to seeing you in catch wrestling at the Worlds. And I really want to see everything that you've learned and you've developed. And I want to see you apply your skills on the mat. Thank you so much, Nelson, Michel, and Pascal. Thank you so much.